Quel don vous gâche la vie. Mon père chronométrait mes crises d'angoisse avec son téléphone pour savoir quel parking rapportait le plus. Quand j'ai enfin trouvé le courage de lui demander pourquoi il me laissait mourir de faim, sauf si je faisais semblant, il a eu un petit sourire en coin et m'a répondu « Parce que c'est dans ces moments-là que tu es la plus crédible ». Je l'ai fixé sans un mot. Ça remonte à 12 ans. Hier soir, il a laissé un message vocal. Il pleurait tellement que je n'ai pas compris un mot. J'avais 6 ans quand mes parents ont découvert que je pouvais pleurer sur commande. Pas de crocodile, de vraies larmes, des sanglots si déchirants que les passants sortaient de leur portefeuille. Ils survivaient grâce à des dons de la banque alimentaire passés de date et à la petite monnaie trouvée entre les coussins du canapé. Trop feignant pour se mettre au travail, mais assez malin pour flairer l'opportunité dans mes pleurs. Tout a commencé par hasard. Maman m'a emmenée à l'épicerie et, incapable de payer le lait, j'ai éclaté en sanglots. De faim, pour de vrai. Une inconnue lui a donné 40 $. J'ai vu le visage de ma mère changer, comme si elle venait de déterrer un trésor. Ce soir-là, elle s'est entraînée à me pincer le bras pour faire jaillir les larmes sur commande. « Encore !» disait-elle, la clope au bec. « Fais le plus vrai !» À 7 ans, je n'avais même plus besoin du pincement. Je savais ce qu'il fallait faire. Quand maman se raclait la gorge 2 fois, les larmes coulaient en toutes seules. On m'a dressée comme un animal de cirque, sauf que mon numéro, c'était le désespoir, à la demande. Papa chronométrait le temps que je mettais, fier d'annoncer 30 secondes pour un gros sanglot. C'est ma fille. Les règles étaient simples mais strictes. Jamais le même magasin 2 fois le même mois, toujours la même robe rose tachée, mon uniforme, que maman entretenait exprès pour qu'elle ait l'air miteuse, mais sans attirer trop l'attention. Regarder les gens bien en face en pleurant, ne répondre que si on m'adressait la parole, et surtout, ne jamais révéler ce qu'on faisait. « Tu veux manger ce soir, oui ou non ?» demandait papa en comptant les billets sur notre matelas posé à même le sol. « C'est ton job. Chacun doit rapporter sa part. » Ils répartissaient la ville comme 2 généraux préparant leur bataille. Supermarché le lundi, parking de cabinets médicaux le mardi, là où les gens étaient déjà fragiles, pôle emploi le vendredi. Papa restait dans la voiture, moteur allumé, faisant mine de bricoler sous le capot, pendant que maman me lançait sur le terrain façon automate. J'ai appris l'art de la manipulation. Laisser couler la première larme lentement, 2 petits sanglots avant d'accélérer, les mains qui tremblent, juste ce qu'il faut pour avoir l'air vulnérable, mais pas malade. Certains matins, je rapportais 300 $ avant midi. Mes parents s'ouvraient une bouteille de vin de supermarché pour fêter ça, pendant que je répétais devant un miroir fissuré. Ils m'appelaient leur petite mine d'or. Mais le pire, ce n'était pas de jouer la comédie. C'était de devenir trop bonne pour décoder les gens. La femme au sac de luxe qui donnait par remords, il valait mieux l'attraper sur le parking que dans la boutique. Le vieux monsieur qui voyait son petit-fils dans mes pleurs, parlait de faim mais ne posait jamais la moindre question. Mes parents tenaient des carnets méticuleux. Mardi, Target en banlieue, 127 $. Jeudi, centre médical, 245. Ils ont testé des accessoires. Rien n'était aussi efficace que mes larmes. Du talent pur, disait maman en ébouriffant mes cheveux crasseux. L'école est vite passée à la trappe. J'ai séché tellement de jours que les profs ont fini par ne plus rien demander. Quand j'y allais, je m'endormais sur ma table, épuisée par les tournées du matin. Les autres enfants parlaient de leur week-end au parc ou au ciné. Moi, je comptais l'argent dans ma tête. Je calculais quel parking on avait déjà fait ce mois-ci. À 9 ans, j'étais déjà connue. Même les vigiles commençaient à nous repérer. Un jour, un type bien a proposé de nous acheter des courses au lieu de donner de l'argent. Maman a fait semblant de remplir le chariot, pendant que je restais là, joues humides, à la regarder tout abandonnée. Ce qu'on voulait, ce n'était pas de la nourriture, mais de quoi payer le loyer, la bière ou des tickets à gratter. Au fil du temps, tout s'est mélangé. Le point de non-retour est arrivé dans un McDo. Je faisais ma tournée, maman traînait dans le coin, l'air désespéré. Une femme s'est approchée, s'est agenouillée et a essuyé mes larmes avec une serviette qui sentait la frite. « Ma puce, ça va? Où est ton papa ?» Avant que je me souvienne de ma réplique, elle m'a regardé de plus près. Un éclair de reconnaissance a traversé son visage. « Attends », a-t-elle dit doucement. « Tu n'étais pas au Target la semaine dernière? Et au CVS le mois dernier? Et au Walgreens avant ça ?» La main de maman s'est abattue sur mon épaule. On s'est éclipsé si vite que j'entendais les pièces dans sa poche. Mais la femme nous a suivis, a pris la plaque de la voiture en photo. Elle l'a publiée dans la journée, avec un avertissement sur un couple qui utilisait une gamine pour arnaquer les gens. Les commentaires ont fusé. D'autres racontaient leurs propres histoires. Certains avaient de même une vidéo. En quelques jours, on ne pouvait plus mettre les pieds nulle part. L'épicerie nous a interdit l'entrée. Les groupes Facebook locaux partageaient notre photo. La paresse de mes parents les avait enfin rattrapés. Mais leur solution était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. « De toute façon, tu deviens trop grande pour pleurer », a balancé maman ce soir-là en scrutant mon visage comme un appareil défectueux. Mais une fille qui sait jouer la comédie, qui sait s'adapter, ça peut toujours valoir quelque chose. Elle a passé des coups de fil pendant que je faisais semblant de dormir. Je l'ai entendue négocier, parler de mon âge, de mon talent, expliquer que je savais jouer n'importe quel rôle. Le vrai cauchemar allait commencer. J'ai pris les 20 $ d'urgence planqués dans ma chaussure, un peu d'argent piqué sur mes propres gains, et je suis partie au lever du jour. Le bitume était glacial sous mes pieds nus alors que je filais dans les rues désertes. Mes parents ne se réveilleraient pas avant des heures, pas après la cuite de la veille. Ils avaient recompté 3 fois les gains de la veille, se disputant pour savoir s'il valait mieux payer l'électricité ou acheter encore des tickets à gratter. J'avais fini par connaître leur manie par cœur. Je connaissais leurs faiblesses mieux qu'eux ne devinaient les miennes. Je m'étais planqué derrière une benne à ordures quand un camion de livraison a roulé dans la rue. Le billet de 20 $ glissé sous mon pied, caché dans ma chaussure, me donnait à la fois un sentiment grisant de liberté et une peur viscérale. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi, volé dans la pile qu'ils avaient laissée sur le comptoir de la cuisine,
trop ivre pour compter correctement. Ma robe rose s'est accrochée à un grillage alors que je me faufilais dans un trou. Le bruit du tissu qui craque m'a cloué sur place. Ma mère avait toujours pris soin de cette robe, la lavant à la main, veillant à ce qu'elle s'use juste ce qu'il faut. Maintenant, une grande déchirure courait de l'ourlet à la taille. Tant mieux. Qu'elle se déchire, qu'elle tombe en lambeaux, comme tout ce qu'ils avaient abattu sur mes larmes. Sous un pont, j'ai trouvé un vieux caddie abandonné, et je me suis roulée dedans, tirant un bout de carton sur moi pour me couvrir. Je tremblais. Pas de froid, mais à cause des souvenirs qui me revenaient. Les coups de fil de ma mère, sa voix qui baissait en parlant des prix, la façon qu'elle avait de vanter mes talents à qui voulait bien l'écouter. Le sommeil est arrivé par bribes. J'ai rêvé que je pleurais sur commande. Sauf que cette fois, les larmes ne s'arrêtaient plus. Elles envahissaient les supermarchés, les parkings, tous ces endroits où j'avais joué la comédie. Je me suis réveillée avec de vraies larmes sur le visage, de celles qui coulent sans qu'on ait besoin de les fabriquer. À midi, la faim m'a forcé à sortir de ma cachette. Je savais qu'ils étaient déjà partis à ma recherche. Papa commencerait par les endroits évidents. Le parc où jouent les gamins, la bibliothèque où je me réfugiais parfois entre deux shows. Maman, elle, serait plus rusée. Elle réfléchirait comme moi, essayerait de deviner où une fillette de 9 ans avec $20 pourrait bien aller. J'ai évité les grands boulevards, me faufilant à travers les ruelles que j'avais mémorisées pendant nos trajets d'un quartier à l'autre. Mon ventre se tordait, mais impossible de risquer d'acheter à manger, pas tant que je n'étais pas plus loin. Chaque passant pouvait me reconnaître grâce aux photos en ligne. La gamine en larmes, la fille de l'arnaqueur. Une femme à un arrêt de bus m'a fixé d'un peu trop près. Je me suis engouffrée dans une quincaillerie, feignant de regarder les étagères. Le vendeur ne me quittait pas des yeux, méfiant. Une gamine sale, en robe rose déchirée. C'est forcément la promesse d'ennui ou de vol. Je suis sortie précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Le soir, j'étais déjà à près de 10 km de la maison. Mes pieds saignaient là où le béton avait arraché la peau. J'ai fini par prendre le risque d'acheter un sandwich dans une station-service où le caissier ne décollait même pas les yeux de son téléphone. La nourriture avait le goût de la survie. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un toboggan en plastique sur une aire de jeu, le froid collant du plastique contre ma peau. Chaque voiture qui passait me faisait me recroqueviller un peu plus. Cette fois, il devait vraiment retourner toute la ville. Pas juste vérifier en vitesse les coins habituels, mais ratisser comme des gens dont les revenus ont disparu du jour au lendemain. Le deuxième jour, j'ai vu la voiture de papa à 2 reprises. D'abord devant un supermarché où j'avais travaillé, le mois dernier, puis roulant au ralenti le long d'une rangée d'arrêts de bus. Je me suis plaquée derrière une boîte aux lettres, le regardant penché à la fenêtre, scruter les visages. Il n'avait pas l'air inquiet ni triste. Il était furieux, comme quand il découvrait que les tickets de loto étaient tous perdants. Je me suis remise en route, mais la fatigue me faisait trébucher. Dans des toilettes publiques, j'ai essayé de nettoyer le sang sur mes pieds. Une mère est entrée avec ses 2 enfants, m'a lancé un regard et s'est emparée de son téléphone. J'ai filé avant qu'elle ait le temps d'appeler qui que ce soit, laissant des traces de sang sur le carrelage. Les $20 fondaient à vue d'œil. Un ticket de bus pour partir plus loin, des pansements pour mes pieds, une bouteille d'eau. Je calculais chaque dépense comme maman m'avait appris à calculer les larmes. Qu'est-ce qui rapportait le plus pour le moins d'efforts? La 3e nuit, j'ai fait une erreur. La chaleur de la laverie m'a attirée. Le propriétaire était sorti. Je me suis blottie derrière une rangée de sèche-linge, juste quelques minutes pour me réchauffer. Je me suis réveillée en entendant des voix familières. Maman était au comptoir, montrant au propriétaire une photo de moi sur son téléphone. Je n'entendais pas les mots, mais je reconnaissais son petit numéro. La mère en détresse, le parent à bout. Le même jeu qu'elle maîtrisait pendant que je pleurais devant des inconnus. Je me suis glissée entre les machines, en restant bien basse. La sortie était là, à 6 mètres, 5, 3, puis l'ombre de papa s'est dessinée dans l'embrasure. Il s'appuyait contre la porte, feignant de fumer, mais ses yeux fouillèrent la pièce méthodiquement. J'ai bifurqué vers la sortie de service, poussé la porte de secours. Une alarme a hurlé. J'ai couru dans la ruelle, leurs cris résonnant dans mon dos. Les pas de papa se rapprochaient. La voix mielleuse de maman qui appelait mon prénom me donnait la chair de poule. Au bout de la ruelle, une grille barrait le passage, trop haute pour mes pieds en sang. J'ai dû me retourner, piégée, pour leur faire face. Ils avançaient en maintenant tranquillement, certains que je n'avais plus où aller. On dit que les lois sur le travail des enfants empruntent parfois des chemins inattendus. Mes parents avaient fait de moi une tirelire ambulante, avec un bouton alarme. À 6 ans, je bossais déjà plus dur qu'eux, rodée à l'art du chantage lacrymal. Le visage de maman a pris ce masque compatissant, celui qu'elle réservait aux assistantes sociales qui venaient nous rendre visite. Papa restait en retrait, la laissant mener la scène. Ils avaient tout chorégraphié, comme à chaque fois. Elle s'est agenouillée dans la ruelle crasseuse, bras tendus, murmurant des mots doux sur le retour à la maison, la peur, le manque, les mêmes mensonges qu'elle servait aux gérants de magasins quand ils se posèrent des questions sur notre présence. Mais moi, je savais. Je n'étais pas leur enfant. J'étais leur filon, et on n'a pas son mot à dire sur l'endroit où on exploite un filon. Papa s'est approché, me barrant tout tissu. Sa main a glissé dans sa poche, non pas pour sortir une arme, mais son téléphone, toujours à vérifier le temps, à jauger ma valeur en secondes et en euros. C'est là que j'ai fait la seule chose qui me restait. J'ai fondu en larmes, pas ces pleurs qu'on apprend pour la scène, mais de vrais sanglots qui me secouaient de la tête aux pieds. Une femme est apparue par la porte de service de la laverie, attirée par le bruit et l'alarme. Elle est tombée sur une gamine sale et en sang, coincée entre 2 adultes dans une ruelle. J'ai vu, juste un instant, le masque de ma mère se fissurer, assez pour que la femme comprenne qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mon père l'a remarqué aussi. Il a reculé, main bien visible, essayant d'avoir l'air inoffensif, mais il m'avait trop bien dressé. Je savais lire les gens, et cette femme avait déjà le téléphone en main, prête à appeler à l'aide. Mes parents se sont échangés un regard, le même que quand un vigile se montrait trop curieux ou qu'une âme charitable posait trop de questions. Ils ont battu en retraite, ma mère lançant par-dessus son épaule qu'il me retrouverait plus tard, qu'on parlerait quand je serais prête,
toujours en représentation pour la spectatrice. La femme s'est approchée doucement, m'a demandé si j'étais blessée, si c'était un de mes parents, si j'avais besoin d'aide. J'ai failli en rire. Encore une fois, l'aide venait d'une inconnue émue par la scène. Mais cette fois, mes larmes étaient vraies, et ça changeait tout. Elle n'a pas sorti d'argent, n'a pas essayé de régler la situation avec un billet et un peu de compassion. Elle s'est juste assise à côté de moi, sur le trottoir sale, et elle a attendu, simplement, pendant que la voiture de mes parents tournait dans le quartier, pendant que l'alarme finissait par s'éteindre, pendant que je décidais quel rôle adopter ensuite. La femme s'est présentée, elle s'appelait Victoria, tout en sortant des mouchoirs de son sac. Elle a nettoyé mes pieds avec une douceur professionnelle, examinant chaque coupure comme quelqu'un habitué aux enfants, une institutrice peut-être, ou une infirmière. La voiture de mes parents est repassée, plus lentement cette fois. Instinctivement, je me suis plaquée contre le mur, tentant de disparaître. Victoria a capté mon mouvement et s'est interposée entre la rue et moi. Elle m'a proposé qu'on aille ailleurs, à l'abri. Le propriétaire de la laverie était revenu et nous observait d'un air méfiant. Victoria lui a glissé quelques mots, lui montrant une sorte de badge. Il a hoché la tête et est retourné à l'intérieur. Elle m'a guidée jusqu'à sa voiture, une berline sans prétention avec un siège enfant à l'arrière. Des photos de famille pendaient au rétroviseur, de vraies photos, pas des accessoires comme utilisèrent mes parents. Je me suis installée à l'avant, laissant des traces de sang sur le siège. Victoria n'a rien dit. Nous sommes partis en silence, parcourant les rues familières que j'observais tout en calculant les distances et les échappatoires. Elle s'est garée sur le parking d'une pharmacie, me laissant dans la voiture, porte verrouillée, le temps d'aller chercher quelques affaires. À travers la vitre, je l'ai vue acheter des pansements, du désinfectant, des chaussettes pour enfants et un paquet de lingettes. Elle a aussi pris 2 sandwichs et des jus. De retour, elle a soigné mes pieds avec application. Le désinfectant brûlait, mais j'avais appris à ignorer la douleur. Elle a enveloppé chaque pied dans un bandage propre, puis m'a aidé à enfiler les chaussettes neuves, toutes douces et fleuries. Je ne savais plus depuis quand je n'en avais pas porté d'aussi belles. Victoria a ouvert un sandwich et me l'a tendu. J'ai mangé machinalement, sans y prêter attention. Elle m'a posé des questions tranquilles sur l'endroit où je vivais, si j'avais un refuge. J'ai répondu vaguement, incertaine de ce que je voulais dévoiler. Faire confiance, c'était devenu un luxe. Son téléphone a sonné. Elle a jeté un œil à l'écran, a froncé les sourcils puis a décroché. Je l'ai entendu expliquer qu'elle était avec une enfant qui avait besoin d'aide. L'appel a été bref, professionnel. Quand elle a raccroché, elle semblait plus attentive, plus prudente. Elle m'a expliqué qu'elle travaillait dans un centre social pour familles en difficulté, qu'ils avaient des ressources, des endroits sûrs pour les enfants. Je pourrais m'y reposer pendant qu'on chercherait une solution. Pas de pression, pas de questions gênantes. Juste un endroit chaud, un lit, de quoi manger. Ça semblait trop beau pour être vrai. Il y avait toujours un prix. J'avais vu mes parents assez de fois pour le savoir, mais mes pieds me lançaient sous les bandages, et la fatigue embrouillait mes pensées. J'ai acquiescé, déjà en train d'imaginer par où je pourrais m'enfuir plus tard. Le centre social était installé dans une maison transformée, dans un quartier qui ne me disait rien. Victoria s'est garée à l'arrière, à l'abri des regards. Elle m'a fait entrer par une porte à code. À l'intérieur, ça sentait le café et le propre. Des dessins d'enfants couvraient un mur, une boîte à dons débordait de conserves près de l'entrée. Une femme qui s'appelait Tori nous a accueillis dans le couloir, plus jeune que Victoria, les traits tirés, du bleu sur le jean. Elles ont bavardé à voix basse pendant que je restais debout, veillant à ne pas salir le sol de sang à travers mes bandages. Tori me lançait des regards difficiles à décrypter, pas vraiment compatissants, quelque chose de plus compliqué. Elles m'ont montré une petite chambre avec un lit simple et une fenêtre qui donnait sur le parking. Les draps étaient propres, même s'ils ne se ressemblaient pas. Une serviette pliée attendait sur l'oreiller, avec une brosse à dents et du dentifrice de voyage. Tori m'a indiqué la salle de bain au bout du couloir et précisé que je pouvais prendre une douche si je voulais. Elles allaient chercher des vêtements pour moi. Restée seule, j'ai d'abord vérifié la fenêtre. 2e étage, mais un arbre poussait assez près pour servir d'échappatoire au besoin. La porte n'avait pas de verrou, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. J'ai mémorisé la disposition des lieux. Escalier à chaque bout du couloir, issue de secours bien visible. Au moins 3 façons de filer si ça tournait mal. La douche a été une vraie délivrance. L'eau chaude a emporté 3 jours de crasse et de peur. J'ai regardé l'eau rosée disparaître dans la bonde, le sang de mes pieds se mêlant à la saleté. Un flacon de shampoing à la fraise m'a tenté. J'en ai mis trop rien que pour son parfum. Quand je suis revenue, des vêtements propres m'attendirent sur le lit. Rien de particulier, juste un jean et un t-shirt avec un personnage de dessin animé délavé, un peu trop grand mais doux, à force d'avoir été porté et lavé. La robe rose était toujours en boule dans un coin, là où je l'avais laissée. Je l'ai glissée sous le lit, soulagée de ne plus l'avoir traînée. En bas, Victoria et Tori étaient installées à la table de la cuisine, un mug de café devant chacune. Une autre femme, un peu plus âgée avec quelques mèches grises, les avait rejointes. Elles se sont toutes interrompues en me voyant arriver. La plus âgée m'a adressé un sourire et s'est présentée comme la directrice du centre. Son prénom commençait par un V, mais j'étais trop occupée à décrypter leur attitude pour le retenir. Elles m'ont proposé un chocolat chaud et des biscuits, bien industriels, mais je les ai acceptés sans hésiter. La directrice m'a demandé si je me sentais prête à parler de ce qui m'amenait ici. J'ai haussé les épaules, leur offrant quelques vérités entrecoupées de silences calculés. Je me suis enfuie de chez moi. Mes parents étaient compliqués. J'avais besoin de prendre du recul. Elles se sont lancées un regard mais n'ont pas insisté. La directrice m'a expliqué le fonctionnement du centre. Je pouvais rester jusqu'à 3 jours sans contact avec mes parents si je courais un danger immédiat. Ensuite, il faudrait prévenir d'autres services. Mais pour le moment, j'étais en sécurité. Il y avait aussi des psychologues à qui je pouvais parler si j'en ressentais le besoin. D'autres jeunes passaient parfois ici, même si la maison était calme ce soir-là. Après le dîner, Victoria est repartie, m'a serré gentiment l'épaule avant de partir. Tori m'a emmené voir la salle commune.
avec ses étagères de livres et ses jeux de société donnés. La télé ne diffusait que les chaînes locales, mais cela m'était bien égal. Je me suis enroulée sur le canapé, feignant de lire tout en surveillant le parking par la fenêtre. Aux alentours de minuit, une voiture familière a ralenti devant la maison. Mon cœur s'est emballé en reconnaissant la silhouette de mon père. La voiture n'a pas marqué d'arrêt, elle a juste fait le tour du quartier avant de disparaître. Ils élargissaient leurs recherches, devenaient méthodiques. Ma mère avait dû retrouver assez de lucidité pour réfléchir stratégiquement. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, sursautant au moindre bruit. Des pas dans le couloir m'ont fait me redresser brusquement, mais ce n'était que Tori qui vérifiait un autre résident. Un claquement de portière m'a poussé à ramper jusqu'à la fenêtre, mais ce n'était que des voisins qui rentraient tard. À l'aube, la fatigue l'emportait sur la peur. Au petit déjeuner, il y avait des céréales et du pain grillé, servis avec d'autres jeunes venus chercher refuge ici. Un garçon de mon âge avec une joue tuméfiée, des jumelles de 6 ans à peine, serrées l'une contre l'autre. Nous mangions en silence, chacun perdu dans ses pensées. La directrice circulait entre les tables, offrant du rab et glissant quelques mots rassurants. Après le petit déjeuner, Tori m'a proposé de rencontrer leur psychologue. Juste pour discuter un peu, rien d'officiel. J'ai accepté, refuser aurait paru suspect. Le psychologue s'appelait Benjamin, portait des lunettes et avait une voix calme. Son bureau débordait de jouets et de matériel de dessin, tout était fait pour mettre à l'aise. Il m'a posé des questions ouvertes sur mes centres d'intérêt, mes matières préférées à l'école, des sujets banals qui, petit à petit, tournaient autour des raisons de ma venue. Je me suis prêtée au jeu, en disant juste ce qu'il fallait pour paraître coopérative. Oui, c'était compliqué à la maison. Non, je ne me sens pas prête à y retourner. Peut-être dans quelques jours, si les choses se calment. Benjamin prenait des notes, sans rien imposer. Il m'a proposé du papier et des crayons de couleur, suggérant que ça pouvait aider à mettre des mots sur ce que je ressentais. Parfois, ça soulage de coucher ses émotions sur le papier. J'ai dessiné des formes sans importance pendant qu'il travaillait de son côté, me laissant l'espace dont j'avais besoin. Le déjeuner était simple, soupe et sandwich. Les jumelles commençaient à se détendre, elles riaient ensemble. Le garçon à la joue bleuie aidait à débarrasser sans qu'on le lui demande. J'observais cette petite routine bienveillante, cette attention discrète qui régnait ici. Cet endroit était exactement ce qu'il prétendait être, ce qui le rendait dangereux à sa façon. Le confort peut faire baisser la garde. La façon dont je vérifiais chaque sortie, dont je comptais les issues de secours alors que ces adultes tentaient simplement de m'aider. Je me demandais si cette méfiance devenait un réflexe à force de vivre comme ça. Cet après-midi-là, Victoria est revenue avec des nouvelles. Elle avait mené son enquête discrètement, cherchant à comprendre ma situation sans attirer l'attention. Mais quelqu'un avait reconnu ma description. La fille en larmes sur les réseaux, celle dont les parents servaient à arnaquer les gens. Elle m'a montré son téléphone, défilant les commentaires sous la publication d'origine. Les gens étaient furieux, exigèrent des enquêtes, l'intervention des services sociaux. Certains prenaient à la défense de mes parents, prétendant que la misère pouvait pousser aux pires extrémités. D'autres racontèrent des histoires similaires, des souvenirs de nous avoir croisés. Le fil de discussion comptait des centaines de réponses et continuait d'enfler. Victoria observait attentivement ma réaction tandis que je lisais. Elle m'a demandé si tout cela était vrai, si mes parents m'avaient vraiment utilisé de cette manière. J'ai acquiescé, incapable de répondre tant ma gorge se serrait. Elle a voulu savoir s'il y avait autre chose, si l'histoire des pleurs était la seule, ou s'il y avait d'autres motifs d'inquiétude. J'ai repensé aux appels de ma mère, aux tractations sur mes soi-disant talents, à la façon dont elle m'inspectait comme un objet endommagé qu'on pouvait encore exploiter. Mais comment leur expliquer tout ça sans preuve? Ce serait ma parole contre la leur, et ils savaient jouer la comédie à la perfection. Victoria n'a pas insisté. Elle a reconnu que toute cette agitation en ligne compliquait la situation. Soit mes parents resteraient à distance en sentant qu'ils étaient surveillés, soit ils deviendraient imprudents. Dans tous les cas, il fallait que je reste sur mes gardes. Le centre pouvait me protéger pour l'instant, mais il fallait envisager des solutions à plus long terme. Ce soir-là, j'ai aidé Tori à préparer le dîner, des tâches toutes simples, éplucher, couper des légumes, surveiller les casseroles. Elle m'a confié quelques souvenirs de son enfance, difficiles mais différentes de la mienne, et raconté pourquoi elle avait choisi ce métier, aider des enfants dans lesquels elle se reconnaissait. Ses confidences étaient dosées, assez pour instaurer la confiance sans me brusquer. Après le repas, la directrice est venue me parler à part. Mes parents avaient réussi à retrouver la trace du centre, probablement en appelant un à un tous les foyers et associations du coin. Ils voulaient me parler, s'excuser, arranger les choses. La directrice leur avait répondu qu'elle allait vérifier si j'étais bien présente, mais qu'ils rappelleraient de toute façon. Ils faisaient toujours ça. J'ai encore passé la nuit à scruter le parking, sans réussir à trouver le sommeil. Comme prévu, la voiture a fini par arriver, vers 2 heures du matin. Cette fois, ils se sont garés de l'autre côté de la rue. À travers la vitre, j'apercevais 2 silhouettes, immobiles, à l'affût. Ils savaient que j'étais là. La vraie question, c'était ce qu'ils allaient tenter. Le matin n'a rien arrangé. Benjamin m'a expliqué que pour pouvoir rester, il fallait d'abord remplir quelques papiers. Rien de bien sorcier. Juste des infos de base pour qu'on puisse justifier l'aide. Mais chaque dossier, c'est une trace laissée quelque part. Mes parents n'étaient pas travailleurs, mais ils n'étaient pas stupides. En cas de besoin, ils sauraient très bien utiliser les voies officielles. Le temps jouait contre moi. Les 3 jours touchaient à leur fin. Après ça, le centre serait obligé de suivre les procédures, et tôt ou tard, tout finirait par remonter jusqu'à eux. Ils joueraient les parents modèles, inquiets pour leur enfant. Et qui croirait vraiment une gamine qui fond en larmes devant 2 adultes qui semblent si attentionnés? À midi, j'ai surpris une discussion entre Tori et Victoria. Elles parlaient de placement familial, mais elles ont vite laissé tomber, trop compliqué. Elles ont pensé à la famille élargie, avant de se souvenir que j'avais dit n'en avoir aucune. Elles essayaient de m'aider, dans un système qui croit toujours que les parents veulent le bien de leurs enfants.
Cet après-midi-là, j'ai pris ma décision. J'ai remercié Benjamin pour le matériel de dessin et je lui ai offert un lever de soleil en guise de cadeau. J'ai aidé les jumelles à finir leur puzzle, leur confiance me pesait sur le cœur. J'ai plié soigneusement les vêtements prêtés et je les ai laissés sur le lit, sauf une tenue mise de côté, indispensable pour la suite. Les 20 € d'urgence avaient déjà disparu, engloutis par le quotidien. Mais j'avais repéré la boîte à dons près de l'entrée, où les gens laissaient parfois un peu de monnaie. Ce n'était pas vraiment du vol, si c'était pour disparaître dans la rue. J'ai attendu que la maison s'endorme, puis j'ai descendu discrètement. Dans la boîte, il devait y avoir 15 € en petites coupures et pièces. J'en ai pris 10, laissant 5. Même le désespoir a ses limites. Le code de la porte arrière, je l'avais mémorisé en observant les autres. L'air frais de la nuit m'a saisi en sortant. La voiture de mes parents n'était plus là, sûrement en train de tourner dans le quartier, attendant le matin pour passer à l'action. J'avais quelques heures d'avance, si je restais discrète. Cette fois, je comptais aller plus loin. Cette fois, je voulais être introuvable. Mais avant tout, une étape s'imposait. La laverie, où tout avait commencé. Fermée, évidemment, mais je connaissais bien la ruelle derrière. J'y ai récupéré la robe rose déchirée, cachée sous une benne avant de quitter le centre. Pas question de la remettre, c'était fini, mais j'avais besoin de garder une preuve de ce dont je m'étais échappée. Je l'ai repliée soigneusement, glissée dans ma veste, témoignage de ce que j'avais fui, rappel de ce à quoi je refusais de retourner. Ensuite, je me suis mise en route, me faufilant dans les ombres jusqu'à la gare routière. 10 € me porteraient quelque part, assez loin pour réfléchir à l'étape suivante. Derrière moi, le centre communautaire dormait tranquillement. Des gens bien, vraiment, qui faisaient ce qu'ils pouvaient dans un système bancal. Ils se réveilleraient avec un sentiment d'échec en découvrant mon absence. Mais certains sauvetages, il faut les faire soi-même. Pour certaines fuites, il faut laisser même les sauveurs derrière soi. Au loin, la gare routière brillait, promesse d'anonymat et d'ailleurs. Je faisais glisser les pièces dans ma poche, calculant les trajets et les risques. Mes parents m'avaient appris à fuir, à me modeler pour survivre. Cette fois, j'utiliserais ce savoir pour moi, non pour leur rapporter de l'argent, mais pour me libérer. Un agent de sécurité somnolait à son bureau. Le guichet était fermé, mais les automates fonctionnaient encore. J'ai glissé mes billets froissés, choisi la destination la plus lointaine possible. La machine m'a sorti un billet pour une ville dont je n'avais jamais entendu parler. Parfait. En attendant le départ, je suis passée aux toilettes pour changer d'apparence, cheveux cachés sous une casquette trouvée, veste retournée, petits détails qui pourraient me donner une longueur d'avance. Le bus est arrivé à l'aube. Je suis montée, me suis installée tout au fond. Les autres voyageurs ne m'ont pas vraiment remarqué. Juste une gamine qui voyage seule. Rien de plus banal. J'ai collé mon visage contre la vitre en voyant la ville s'éloigner, rapetisser peu à peu. Les kilomètres défilaient dans un flou de routes et de petites villes, autant de possibilités pour disparaître. Je somnolais par moments, sursautant à chaque arrêt, surveillant les visages, craignant de reconnaître une voiture familière. Mais plus on s'éloignait, plus je respirais librement. L'après-midi, mon billet n'était plus valable. Le chauffeur a annoncé la fin du trajet, et j'ai rassemblé mon courage. Il fallait continuer à jouer la comédie, mais d'une autre façon. Je me suis approchée d'une femme et de sa fille ado, leur ai expliqué que j'avais été séparée de mon groupe. Vous pourriez m'aider à trouver mon prochain bus? La femme a été adorable. Elle a regardé les horaires sur son téléphone. Sa fille m'a tendu une barre de céréales, presque sans réfléchir. Elles ont cru que quelqu'un m'attendait quelque part. Je les ai laissées penser ça, acceptant leur aide avec un sourire reconnaissant. Elles allaient chez de la famille, dans une autre région. La fille a expliqué qu'elles avaient un billet en trop, son frère étant tombé malade. Tu veux venir avec nous? Au moins jusqu'à ce qu'on trouve ton bus? La mère a hésité, mais j'avais l'air propre, poli et manifestement perdue. J'ai accepté, juste assez réticente pour que ça fasse vrai. Je me suis laissée porter dans leur univers de snacks de voyage et de livres audio, leur normalité me servait de camouflage. À chaque kilomètre, mon ancienne vie semblait s'effacer davantage, même si je savais que rien n'était fini. Mes parents n'allaient pas lâcher l'affaire si facilement. Leur gagne-pain était parti avec moi. Ils me chercheraient, manipuleraient les autres pour obtenir de l'aide. Les armes qu'ils m'avaient transmises leur serviraient à me poursuivre. Ce n'était que le début d'une partie qui promettait d'être longue. La femme me posait des questions tranquilles sur ma famille. J'ai inventé une histoire à peine éloignée de la vérité. Situation familiale compliquée, je restais un temps chez des proches, mes parents savaient où j'allais. Elle a accepté, devinant sans doute ce qui se jouait au fond, mais sans jamais franchir mes limites. La nuit est tombée alors que nous passions la frontière de l'État. La fille dormait, la tête appuyée contre la vitre, tandis que sa mère conduisait tranquillement, m'adressant parfois un regard dans le rétro. Je faisais mine de somnoler, mais je restais attentive à tout, incapable de m'offrir le luxe de la confiance. Lors d'une pause, je suis partie aux toilettes pour réfléchir à mes options. Rester avec elle jusqu'au bout, c'était prendre le risque de susciter des questions, de créer des liens et de laisser des traces derrière moi. Mieux valait disparaître proprement, tant qu'elle gardait une bonne image de moi. Je les ai remerciées à la prochaine grande station, prétextant que ma tante devait venir me chercher ici, et j'ai fait un signe de la main, presque sincère. Elles sont reparties convaincues d'avoir aidé une gamine en détresse. Elles l'avaient fait, mais pas comme elles l'imaginaient. Cette gare était plus grande que la précédente. Plus de monde pour passer inaperçu, plus de destinations à envisager. J'ai scruté le panneau des départs, cherchant un trajet qui roulerait toute la nuit, une ville assez vaste pour s'y fondre mais pas trop grande pour s'y perdre. Un nom m'a accroché, justement parce qu'il ne me disait rien. Ce genre de bourg où l'on ne s'arrête jamais vraiment. Parfait pour disparaître un temps. Mais il fallait de l'argent, et je n'en avais pas assez. Impossible de rejouer la carte de la boîte à dons. Les caméras filmaient tout. Il me fallait une autre idée. Quelque chose qui serve mes talents sans reproduire les combines de mes parents. J'ai observé les voyageurs, comme maman me l'avait appris, à la recherche de leurs faiblesses. Un homme d'affaires trop occupé à se disputer au téléphone pour surveiller sa mallette, une famille débordée, un vieux monsieur complètement perdu face à la machine à billets. Je me suis approchée du vieil homme, lui proposant mon aide, avec une vraie gentillesse,
sans feinte cette fois. Il m'a remercié, dépassé par la technologie. Je l'ai guidé, veillant à ce qu'il bénéficie du tarif senior. Malgré mes protestations, il a glissé un billet de 5 $ dans ma main. J'étais en fuite, 10 $ en poche et une robe déchirée pour toute compagnie. Les enfants, parfois, savent comme mieux s'organiser que certains adultes, même si le budget laisse à désirer. 5 $ de plus pour gagner un peu de liberté. J'aidais les autres dès que l'occasion se présentait naturellement, portant les sacs d'une mère débordée, donnant des indications à des touristes perdus. De petits services qui, parfois, trouvaient une récompense concrète, sans tricher, juste en essayant de me rendre utile, même au fond du trou. Le soir venu, j'avais réuni assez pour un billet pas trop loin. Ce n'était pas la grande fuite dont je rêvais, mais c'était déjà ça. La suite attendrait. Une fugue à la fois, un service après l'autre. Mais cette fois, je le faisais pour moi, pas pour eux. La nuit tombait, le car s'est rempli. Je me suis installée, mes maigres affaires serrées contre moi. La robe rose, pliée dans ma veste, tenait lieu de talisman, rappel de tout ce que j'avais traversé. Autour de moi, d'autres voyageurs prenaient une place, chacun avec son histoire, ses raisons de partir. Quand le bus a démarré, je me suis autorisé un bref chagrin pour l'enfance que je n'aurais jamais, pour les parents qu'il m'aurait fallu, pas ceux que j'ai eus, pour la petite fille qui savait pleurer sur commande et la femme qu'il faudrait devenir pour survivre. Puis j'ai enterré tout ça, fermé à double tour avec le reste de mes sentiments. Le car roulait dans la nuit, vers un avenir impossible à imaginer, mais auquel il fallait croire. Derrière moi, mes parents comploteraient, joueraient de la comédie, feraient semblant de s'inquiéter, mais j'en avais fini d'être leur gagne-pain, fini de pleurer pour attendrir les inconnus, fini de correspondre à ce que les autres attendaient. La route s'ouvrait devant, sombre et incertaine. J'ai appuyé mon front contre la vitre et regardé défiler le paysage. Chaque kilomètre était une petite victoire. Quelque part, il y aurait un endroit où je pourrais cesser de fuir, apprendre qui j'étais sans jouer de rôle, verser de vraies larmes, ou ne plus en verser du tout. Il suffisait d'avancer, bus après bus, jour après jour, une enfant en cavale qui apprend à devenir libre. La gare routière de la nouvelle ville était bien plus modeste que je l'imaginais. Un quai en béton, un banc rouillé, un distributeur qui faisait un boucan du diable. J'ai vu les autres passagers disparaître dans des voitures, ou s'égayer dans des rues inconnues. La robe rose me serrait le cœur sous ma veste. Rappel constant de mon histoire. J'ai trouvé un petit café à 2 rues de là, le néon clignotant dans l'aube encore sombre. La serveuse n'a presque pas levé les yeux en me voyant entrer. J'ai commandé un verre d'eau et je me suis installée au fond, étudiant le menu en plastique tout en faisant mes comptes. 4 $ et quelques pièces, de quoi prendre du pain grillé, peut-être des œufs si je sautais le prochain repas. Par la fenêtre, j'ai observé la ville s'éveiller. Un homme en bleu de travail ouvrait la quincaillerie d'en face. Une femme promenait son chien, s'arrêtant à chaque lampadaire. Des gens normaux menant une vie normale, celle que je n'avais jamais eue, mais dont je rêvais tant. La serveuse a rempli mon verre sans rien dire. Son badge disait Doty. Elle se déplaçait avec l'efficacité des habitués du petit déjeuner. Quand elle m'a apporté mon pain grillé, elle a ajouté un sachet de confiture sans rien compter. Les petites attentions de ces inconnus m'étonnaient toujours. J'ai fait durer le repas, étudiant les habitudes du matin. Le patron de la quincaillerie balayait son trottoir à 7h pile. La promeneuse de chiens repassait à 7h15. Un car scolaire grondait à 7h30. Des visages collés aux vitres. J'ai tout retenu, me construisant une carte mentale du quartier. À 8h, le café s'était rempli d'habitués. Des ouvriers buvaient leur café avant d'attaquer la journée. Des employés en chemise impeccablement repassés pianotaient sur leur portable entre deux bouchées. Je me faisais discrète, invisible comme je l'avais appris quand il fallait se faire oublier. Mais on ne vit pas demain avec de l'invisibilité. J'ai laissé un pourboire, calculé au centime près sur mes quelques économies, puis je suis sortie sur la grande rue, jetant un œil aux annonces d'emploi. Le supermarché cherchait des employés pour remplir les rayons. Le motel au bord de la route avait besoin de femmes de ménage. Des endroits où on ne demanderait sans doute pas trop de détails à une fille paumée, à condition qu'elle ne fasse pas trop d'histoire. Mais avec ma silhouette d'adolescente, maigre et fragile, qui aurait envie d'embaucher une gamine. La bibliothèque ouvrait ses portes à 9h. Je m'y suis engouffrée, soulagée de retrouver la chaleur et le calme. La bibliothécaire, une vieille dame aux lunettes pendues à une chaînette de perles, m'a adressé un sourire discret sans bouger de son comptoir. J'ai trouvé une table à l'écart et sorti la robe rose de mon sac, l'étalant avec soin devant moi. Le tissu portait les traces de mon histoire, entre ses taches et ses accrocs. Là, une marque d'herbe, souvenir d'un spectacle improvisé devant l'agence pour l'emploi. Ailleurs, un petit trou de cigarette, laissé par maman, agacée par mes larmes trop lentes. Et puis la déchirure, toute récente, faite en escaladant la clôture. Autant de preuves de tout ce que j'avais traversé. Je l'ai repliée, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle tienne dans ma main. Puis je me suis levée pour rejoindre la bibliothécaire. Elle a levé vers moi des yeux doux, un peu curieux. J'ai posé la robe pliée sur son bureau et l'ai doucement poussée vers elle. Elle l'a effleurée du bout des doigts, comme si elle comprenait, sans un mot, ce que cela signifiait pour moi. Elle a ouvert un tiroir, en a sorti un sac plastique comme ceux des objets trouvés. Ensemble, on y a glissé la robe, et elle l'a refermée soigneusement. Elle a noté la date sur une étiquette. Rien de plus. Puis a rangé le sac dans l'armoire derrière elle. On n'a rien dit, mais en repartant, j'avais l'impression de respirer plus facilement. Près de la sortie, un panneau d'affichage a attiré mon regard. Je me suis attardée sur les petites annonces, babysitting, chat perdu, quand une note manuscrite m'a tapé dans l'œil. Recherche aide à la ferme. Nourri, logé, aucune expérience nécessaire. Un numéro soigneusement inscrit dessous. Je l'ai appris par cœur et filé chercher une cabine téléphonique. Mes mains tremblaient en composant le numéro. Une femme a fini par répondre, la voix grave, mais pas désagréable. J'ai expliqué avoir vu l'annonce, cherchant du travail. Elle m'a demandé mon âge. J'ai triché, j'en ai ajouté 3. Elle a voulu savoir si j'avais des soucis. J'ai répondu « Non, j'ai juste besoin de recommencer quelque part ». Elle m'a donné l'adresse d'une ferme à 25 km, précisé que son mari serait à la coopérative jusqu'à midi si j'avais besoin d'un lift,
et m'a même décrit leur vieux Ford vert, pare-brise étoilé. Je l'ai remercié, le cœur battant, traversé d'un mélange d'espoir et de peur. À la coopérative, l'air sentait le grain et le cuir. Le camion vert était facile à repérer, son propriétaire chargeant des sacs pour poules à l'arrière. Un homme plus tout jeune, buriné par le soleil, des mains épaisses, l'allure honnête. Je me suis approchée prudemment, et murmuré le nom de sa femme et parlé du coup de fil. Il m'a observé longuement, détaillant ma silhouette trop maigre, mes pieds bandés, puis m'a fait signe de monter côté passager. On a roulé sans un mot à travers une campagne inconnue, champs qui ondulaient à perte de vue, fermes espacées, un ciel immense, tellement plus vaste que tout ce que je connaissais en ville. La ferme était modeste mais soignée, une maison blanche entourée de sa véranda, une grange rouge fatiguée, des poules qui picoraient dans la cour. Sa femme nous attendait sur le seuil, essuyant ses mains blanchies de farine sur un tablier. Elle était forte, rassurante, les cheveux gris, tirés en chignon. Pas de fioritures. Elle m'a fait visiter tout de suite. La chambre d'amis, minuscule mais nette, avec un lit recouvert d'un patchwork, une fenêtre sur le potager. Un peu plus loin, une salle de bain avec baignoire à pied et robinetterie qui chantait. Elle m'a expliqué le travail. Nourrir les poules, ramasser les œufs, donner la main au jardin, un peu de tout. J'ai accepté sans discuter, brûlant d'envie de me montrer utile. Elle ne m'a pas ménagée. Dès le premier jour, elle m'a appris à lancer le grain sans que les poules me pincent, à fouiller les nids pour les œufs. Les volatiles me surveillaient d'un air méfiant, mais à force de gestes lents, elles ont fini par m'ignorer. Le midi, on a mangé une soupe et du pain, à la cuisine, table usée par les années. Ils ne m'ont presque rien demandé, devinant que mon histoire était mieux enfouie. À la place, ils parlèrent de la ferme, des récoltes qui s'annonçaient, du veau-né la semaine passée. L'après-midi, j'ai travaillé jusqu'à sentir mes muscles crier, désherber, porter de l'eau, empiler du bois, toutes ces tâches qui vident la tête et laissent me passer de côté. Le soir venu, j'avais du mal à garder les yeux ouverts au dîner. Ils me logeaient, me nourrissaient, tenaient à me donner un petit billet malgré mes protestations. Cette première nuit-là, je me suis endormie au chant des grillons et au souffle du vent dans les arbres, sans sirène, sans cri, sans les manigances de mes parents derrière une cloison, juste la paix de la nuit et l'espoir du lendemain. Les jours se sont fondus dans les semaines. J'ai apprivoisé le rythme de la ferme, les matinées à ramasser les œufs, les après-midi au jardin, les soirées à aider en cuisine. Mes mains se sont durcies, mes bras ont pris de la force. Peu à peu, mes joues se sont arrondies grâce aux repas réguliers. Margaret et Frank, ce couple, m'ont accueilli comme la petite fille qu'ils n'avaient jamais eue. Ils m'apprenaient 1000 choses utiles. Mettre les légumes en bocal, réparer une clôture, deviner le temps en scrutant les nuages, autant de savoirs simples et vrais, loin des magouilles et des mensonges. Parfois, je les surprenais à m'observer avec inquiétude, quand un orage me faisait sursauter ou qu'un bruit de moteur me glaçait. Mais jamais ils n'insistaient, jamais ils ne réclamaient d'explications. Ils étaient juste là, patients et bienveillants. Un matin, alors que je donnais du grain aux poules, un bruit familier m'a pétrifié. Un moteur de voiture qui tournait au bout de l'allée. La chaleur de l'été n'y a rien changé. J'ai senti tout mon corps se figer. Je ne voyais pas la voiture d'où j'étais, mais je connaissais ce bruit par cœur. Papa répétait toujours que la Ford aurait bien besoin d'un nouveau pot d'échappement. J'ai lâché le seau, couru me réfugier dans la grange, grimpé à l'échelle du grenier et me suis plaqué contre le mur. À travers une fente, j'ai vu la voiture de mes parents s'avancer lentement dans l'allée. Ils m'avaient retrouvée. D'une façon ou d'une autre, ils avaient réussi à remonter ma trace jusqu'à ce coin tranquille. Margaret est sortie, torchon en main. Maman est descendue la première, déjà le visage faussement inquiet. Papa suivait, toujours un peu en retrait, me laissant tout diriger. Je n'entendais pas ce qui se disait, mais la scène m'était familière. Des parents inquiets, une fille introuvable, la recherche qui vire à l'obsession. Margaret écoutait, hochait la tête de temps à autre, l'air impassible. Et voilà que Frank sortait de l'atelier, une fourche à la main, non pas menaçant, mais bien là, bien campé. Je me demandais comment elle faisait, Margaret, pour toujours savoir qu'il était 7 heures, sans montre ni horloge. Peut-être qu'à force de vivre ici, on finit par lire l'heure rien qu'en observant la lumière et les ombres. Maman se faisait de plus en plus théâtrale dans ses gestes. Papa, lui, dégainait son téléphone, probablement pour exhiber des photos, leur montrer qu'ils étaient une famille modèle. Mais Margaret et Frank n'étaient pas dupes. Ils en avaient vu d'autres, et savaient très bien faire la différence entre sincérité et comédie. Ils sont restés droits, polis, mais intraitables. Non, ils n'avaient pas vu de jeune fille. Non, ils ne pouvaient rien faire. Essayez donc le bureau du shérif en ville. Bonne journée à vous. Là, le masque de maman était tombé. Son vrai visage réapparaissait, cette froideur calculatrice que je connaissais trop bien. Papa a tenté une dernière approche, avançant d'un pas, mais Frank s'est contenté de pointer la route du doigt, l'air de dire que la discussion était close. Allez-vous-en, tout de suite. Ils sont repartis vers la voiture, mais je savais que ce n'était pas fini. Pas avec leur gagne-pain en jeu, pas si près du but. Ils allaient attendre, fouiner, chercher la moindre faille. Je suis restée immobile dans le grenier à foin, le souffle court, jusqu'à ce que je les voie disparaître au bout du chemin. Margaret a appelé le prénom que je lui avais donné à mon arrivée. Je suis descendue lentement, avec du foin collé partout, et des larmes dont je ne m'étais même pas rendu compte. Elle a croisé mon regard, et tout de suite, elle a compris. Ces gens-là, c'était eux que je fuyais. Ce danger sans nom qui me collait à la peau. Frank a filé dans la maison et en est ressorti avec un fusil. Pas pour s'en servir, juste pour le nettoyer bien en vue sur le perron, histoire de faire passer le message à quiconque aurait envie de jouer les curieux. Ici, on savait protéger les siens. Margaret m'a fait entrer. Elle a préparé du thé, parfaitement calme. Ils ne m'ont rien demandé, n'ont pas cherché à en savoir plus. Mais ce soir-là, au dîner, Frank a glissé qu'il avait un frère, à 3 états d'ici, une ferme encore plus grande, toujours besoin de monde. Des gens bien, qui comprenaient qu'il fallait parfois tourner le dos au passé. La proposition est restée en suspens,
comme une porte entr'ouverte. J'ai aidé Margaret à faire la vaisselle, le cœur serré. Partir, ce serait quitter ce petit havre, ces gens qui m'avaient accueilli sans rien exiger. Mais rester, c'était leur faire courir un risque. Mes parents ne lâcheraient pas l'affaire. Ils trouveraient bien un autre prétexte, une nouvelle histoire à inventer. Peut-être même diraient-ils que Margaret et Frank m'avaient enlevé. Les possibilités de manipulation étaient infinies. Cette nuit-là, j'ai rassemblé mes quelques affaires, les vêtements offerts par Margaret, l'argent que j'avais pu mettre de côté, une photo prise par elle où je nourrissais les poules, mon premier vrai sourire, capturé sur pellicule. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine pour les remercier, bien loin de traduire tout ce que je ressentais. À l'aube, Frank m'attendait près de son camion. Il savait que je partirais, il s'y attendait même peut-être. Il m'a conduite à la gare routière, 2 villages plus loin, et m'a tendu une enveloppe d'argent que j'ai voulu refuser. À l'intérieur, il y avait aussi une lettre de recommandation pour son frère. Un emploi m'attendait si j'acceptais. Le car est parti alors que le soleil se levait à peine. J'ai plaqué mon visage contre la vitre, regardant la campagne s'effacer derrière un rideau de couleurs. Quelque part, loin derrière moi, mes parents devaient continuer leurs recherches, inventer de nouveaux stratagèmes. Mais j'avais gagné ce que je n'avais jamais eu, la preuve que la bonté existe, qu'on peut aider sans rien attendre. Les kilomètres défilaient, creusant l'écart entre eux et moi. Chaque frontière passée était une victoire. J'ai fini par somnoler, rêvant de poules, de jardins et des mains apaisantes de Margaret. Quand je me suis réveillée, la lumière de l'après-midi filtrait à travers les vitres et nous arrivions à une nouvelle gare. Le frère de Frank m'attendait, comme promis. Un cultivateur au visage buriné, les mains marquées par le travail, une ferme, des bras à recruter, une nouvelle occasion de disparaître dans le travail honnête. Il n'a rien voulu savoir de mon passé, juste demandé si j'étais prête à travailler dur. J'ai hoché la tête, le suivant jusqu'à un autre camion, pour une nouvelle longue route à travers des paysages inconnus. Ici, la ferme était immense. Il y avait plus d'ouvriers, plus d'anonymat. Je me suis laissé porter par les routines, traire les vaches, ramasser le foin, réparer les clôtures. Mon corps s'est renforcé, mon sommeil est devenu plus profond. Les cauchemars s'éloignaient, même s'ils revenaient parfois. Les mois passaient, rythmés par les saisons, semés, cultivés, récoltés. J'ai envoyé une carte à Margaret et Frank, sans retour possible, juste quelques mots pour dire que j'allais bien. Je me demandais si mes parents cherchaient encore, ou s'ils avaient fini par abandonner, s'ils avaient trouvé une nouvelle combine, une autre manière d'éviter le vrai travail. Les ouvriers plus âgés m'ont accepté, sans poser de questions. Beaucoup de jeunes venaient tenter leur chance dans les fermes. Certains fuyaient quelque chose, d'autres cherchaient à atteindre un but. Nous travaillions ensemble, dans une entente silencieuse, chacun avec son histoire. J'ai appris à conduire un tracteur, à mettre au monde des veaux, à deviner la pluie d'après mes douleurs aux articulations. Tout ça, c'était à moi, gagné à la sueur de mon front, pour personne d'autre que moi-même. Chaque compétence retrouvée me rendait un peu de ce que j'avais perdu. Un jour, alors que je réparais une clôture au bout du terrain, j'ai cru reconnaître une voiture familière sur la route, là-bas au loin. Ma main s'est arrêtée sur le fil, mais la voiture a poursuivi sa route, avalée par le virage. C'était peut-être eux, ou pas. La peur était toujours là, mais plus petite, moins envahissante. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Cela faisait plus d'1 an que je vivais à me cacher, à craindre d'être retrouvée, mais j'avais changé. J'étais plus forte. J'avais compris que tout le monde ne cherche pas à profiter de vous, que la gentillesse, la vraie, existe, et que je valais mieux que mes peurs. J'ai parlé au patron de la ferme de l'école. Il y avait un programme pour passer l'équivalent du bac. Il a accepté de m'arranger pour que je puisse suivre les cours. L'école, c'était une nouvelle échappée, celle-là, personne ne pourrait me l'enlever. Les cours étaient exigeants. J'avais manqué beaucoup d'école à cause des années passées sur scène, mais je me suis remis sérieusement aux études, avec la même énergie qu'à la ferme. Petit à petit, j'ai apprivoisé la lecture. Les mots prenaient du sens, les chiffres aussi. Les autres élèves du programme avaient tous connu des scolarités chaotiques. On se retrouvait à la bibliothèque, on s'apprenait nos astuces, chacun partageait ce qu'il savait. J'ai découvert que j'étais plutôt douée pour expliquer, patient quand il s'agissait d'aider les autres, parce que je savais ce que ça faisait d'être à la traîne. Le prof l'a remarqué, il m'a soufflé que je devrais songer à enseigner plus tard. Ça m'a semblé irréaliste sur le moment, mais l'idée a fait son chemin. Moi, prof, à tendre la main à des gamins oubliés ou laissés pour compte, à ceux dont on ne regarde jamais plus loin que leur dossier. J'ai décroché le diplôme au 2e essai. Ce papier, je l'ai senti lourd dans mes mains, c'était autre chose que de savoir pleurer sur commande. C'était une vraie preuve de ce dont j'étais capable. Je l'ai encadré fièrement, affiché dans ma petite chambre au-dessus du garage de la ferme. Ma première vraie réussite. La femme du patron m'a aidé à candidater au collège du coin. Il y avait des aides pour les enfants d'ouvriers agricoles, des bourses pour les jeunes des campagnes. Les formulaires demandaient un numéro de sécu, je l'ai écrit la main tremblante, redoutant de laisser une trace, mais j'ai pris le risque. J'ai reçu ma lettre d'acceptation en même temps que les semis du printemps, une chance d'étudier tout en continuant à bosser à la ferme. J'ai choisi de suivre des cours d'éducation, parce que cette idée d'aider à mon tour avait pris racine. Peut-être que je pourrais montrer à d'autres enfants qu'il existe des chemins différents de ceux tracés par leurs parents. J'ai acheté une voiture d'occasion avec mes économies. Rien d'extraordinaire, mais elle tournait et surtout elle m'appartenait, payée honnêtement. Mon premier bien vraiment à moi. J'ai filé au campus ce premier jour, fenêtres ouvertes, avec un sentiment de liberté grisant. Les cours étaient exigeants, dans un tout autre registre. Psychologie de l'enfant, pédagogie, des matières qui me permettaient de mieux comprendre mon propre parcours, tout en me construisant un avenir différent. Je révisais à la bibliothèque entre 2 corvées à la ferme, déterminée à ne rien lâcher. Parfois, je scrutais encore les parkings, craignant de croiser quelqu'un du passé, je me raidissais à la moindre allusion aux artistes itinérants ou aux œuvres caritatives frauduleuses. Cette vigilance ne me quitterait peut-être jamais, mais elle ne dictait plus ma vie. J'avais bâti, couche après couche, une existence à l'abri de leur emprise. Chaque semestre validé,
chaque note, chaque amitié forgée, tout était une victoire. J'étais entourée de gens qui appréciaient la personne que j'étais devenue, pas celle qu'on avait façonnée malgré moi, et qui voyaient ma gentillesse et mon sérieux, pas juste ma capacité à verser des larmes. J'ai fait mon stage dans une école primaire à la campagne, j'ai vite repéré chez certains élèves des signes familiers, fatigue, méfiance permanente, cette façon de faire semblant alors que tout s'écroule à la maison. Je ne pouvais pas les sauver tous, mais j'arrivais à leur offrir des moments de répit, où ils pouvaient enfin souffler sans avoir à jouer un rôle. Plus la remise de diplôme approchait, plus je ressentais un mélange de fierté et d'angoisse. Devenir professeur, c'était accepter les contrôles, les dossiers officiels, tout ce que j'avais fui. Mais ma vie, je l'avais reconstruite, entourée de gens qui pouvaient témoigner de mon sérieux. Un passé qui commençait le jour où j'avais posé mes valises à la ferme. La cérémonie était modeste, petit collège rural, quelques diplômés en éducation tout au plus. Je me retrouvais assise au milieu d'inconnus devenus une famille à force de galères partagées. Le frère de Franck avait fait le déplacement, tiré à 4 épingles, Margaret m'avait envoyé une carte et des fleurs séchées de son jardin. Preuve de la vie que j'avais réussi à bâtir à partir de rien. J'ai accepté un poste dans une petite école à 3 départements de là, suffisamment loin pour me sentir tranquille, mais assez près pour garder mes nouveaux liens. Le jury m'a demandé pourquoi enseigner en pleine campagne. J'ai parlé des difficultés, du fait de croire au potentiel de chaque enfant, même quand tout le monde semble baisser les bras. Ma classe est vite devenue un refuge, un peu comme la ferme l'avait été pour moi. Des livres partout, des coins calmes pour ceux qui avaient besoin de souffler, un tiroir plein de goûters pour ceux qui arrivaient le ventre vide. De petites sécurités que je pouvais offrir, même si le système avait ses limites. La première réunion parents-prof a été une épreuve. Observer certains parents jouer l'inquiétude pendant que leur enfant fermait la bouche. Reconnaître des signes que je connaissais trop bien. Mais il y avait aussi des parents courageux, qui se battaient contre la misère, qui aimèrent leurs enfants malgré tout. Tous n'étaient pas comme les miens. Une élève me rappelait tellement moi, discrète, appliquée, une perfection qui sonnait faux. Elle restait après la classe pour effacer des tableaux déjà propres, histoire de ne pas rentrer chez elle trop vite. Je la laissais faire, corrigeant mes copies pendant qu'elle rangeait des étagères déjà en ordre. Petit à petit, elle s'est ouverte, lâchant quelques confidences, comme ce malaise avec un oncle. Les fleurs séchées de Margaret avaient bien plus de valeur qu'un cadeau hors de prix. À la campagne, les gens montrent leur attachement à travers ces souvenirs du jardin, tandis que moi, j'avais troqué les larmes contre des manuels scolaires. Parfois, la plus belle revanche, c'est un diplôme d'enseignant. Mon élève m'a parlé de sa mère, toujours absente à force de cumuler les emplois, de comment elle avait appris à se faire oublier pour se protéger. Un autre rôle, mais le même instinct de survie. Je ne pouvais pas réparer son foyer ni prouver ce que je craignais, mais je pouvais au moins lui transmettre ce que Margaret m'avait offert, la certitude d'avoir de la valeur, même sans rien rapporter aux autres, la preuve qu'on peut recevoir de la gentillesse gratuitement, qu'il existe des adultes prêts à aider sans rien attendre. L'année s'est finie sur un sourire moins crispé, plus sincère. Une petite victoire, dans un monde où tant d'enfants auraient besoin de plus que ce que peut offrir un prof. Mais ces petites victoires finissent pas par compter. Chaque élève touché, chaque vrai moment partagé. Puis l'été est revenu, synonyme de retour à la ferme, pour aider aux moissons là où tout avait commencé pour moi. Le travail manuel manquant après des mois de tempête intérieure me rappelait d'où je venais et tout le chemin parcouru, pas seulement en kilomètres, mais en construction de moi-même. Ce mois d'août-là, en préparant ma classe pour la rentrée, j'ai reçu une lettre transmise par mon ancien collège. Aucun nom d'expéditeur, mais j'ai tout de suite reconnu l'écriture de ma mère. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, quelques phrases. Ils avaient vu l'annonce de ma remise de diplôme dans un journal local, disaient qu'ils étaient fiers de moi, espéraient que j'allais bien. Pas de demande d'argent, pas de chantage, aucune mise en scène, seulement des mots qui sonnaient peut-être vrais. Ou alors c'était encore une manœuvre que je ne voyais pas venir. Je l'ai lu 2 fois avant de la jeter dans le vieux tonneau à brûler derrière l'école. Le passé pouvait bien me reconnaître. Il ne pouvait plus m'atteindre. À la rentrée, de nouveaux élèves sont arrivés, chacun avec sa propre histoire. Certains portaient leurs blessures à fleur de peau, d'autres savaient les cacher. Je leur apprenais à lire, à écrire, à compter, mais surtout qu'ils étaient bien plus que leurs difficultés, que l'école était une porte vers d'autres possibles, que même quand tout semblait fermé, il restait des choix. Les années se sont égrenées au rythme des sonneries et des saisons. J'ai décroché un master en cours du soir. Je suis devenue l'enseignante à qui l'on confiait les élèves en galère, celle qui comprenait sans qu'on ait besoin de mots, qui créait un espace où les enfants pouvaient être eux-mêmes, sans masque. J'ai acheté une petite maison près de l'école, simple, mais à moi, remplie de livres, de plantes et de coins paisibles. Un refuge pour moi comme pour les élèves. Preuve qu'un enfant en fuite pouvait devenir un adulte solide, qu'on pouvait passer de survivre à vivre vraiment. Parfois, d'anciens élèves revenaient me voir, fiers de me montrer leur diplôme, leur façon à eux d'avoir pris leur envol. On n'évoquait jamais vraiment le passé, mais on se comprenait, avec cette complicité des rescapés, ce sentiment secret d'avoir gagné la partie contre l'adversité. Je repensais quelquefois à Victoria, cette femme qui m'avait tendu la main sans rien attendre, et je me demandais si elle savait que son geste avait essaimé tant d'autres actes de bonté, comment une vraie gentillesse avait brisé le cercle vicieux des faux semblants et de la manipulation, et sauvé bien plus qu'une seule vie. La robe rose est restée reléguée au sous-sol de la bibliothèque, vestige de celle que j'avais été, mais je n'en avais plus besoin. Mes cicatrices suffisaient comme rappel. Mon hypervigilance me permettait de repérer ceux qui allaient mal. Mes talents d'actrice m'aidaient à enseigner. Même les blessures pouvaient devenir des forces. Les réunions parents-prof réveillaient encore d'anciennes craintes, mais j'avais appris à respirer, à voir les parents qui se donnèrent du mal, à signaler mes inquiétudes pour ceux qui ne le faisaient pas, à incarner l'adulte dont j'aurais eu besoin enfant, quand j'étais coincée à devoir jouer un rôle pour m'en sortir. Un soir d'automne, corrigeant des copies à la cuisine, j'ai réalisé que j'avais arrêté de surveiller les parkings, que je ne sursautais plus à certains bruits de moteur. La peur était là,
en sourdine, mais elle ne gouvernait plus ma vie. J'avais construit une existence trop pleine pour laisser la place à la méfiance permanente. Mon histoire n'était pas unique. Chaque enseignant croise des enfants cabossés, qui jonglent avec des rôles pour survivre à des quotidiens difficiles, mais moi, je savais les repérer, leur donner ce qu'on m'avait donné. Pas un sauvetage, mais des outils, pas un miracle, mais des chemins possibles. L'école avait élargi mon rôle, référente pour les élèves en difficulté, médiatrice pour les jeunes à la dérive, de jolis titres pour ce que j'avais toujours fait. Voir ce que les autres ne remarquent pas, créer des bulles où ils pouvaient baisser la garde, leur ouvrir des portes invisibles. Un petit travail, mais qui, quand il portait ses fruits, paraissait immense. L'hiver a amené un nouvel élève, arrivé en milieu d'année, avec tous les signaux d'alerte dans sa façon de se refermer. Il jouait parfaitement le rôle de l'élève modèle, mais son regard restait vide. J'ai reconnu la fatigue, les gestes comptés, la manière dont il surveillait l'argent du déjeuner comme si c'était un trésor. Je lui ai offert ce que Margaret m'avait donné. Aucune question, aucune pression, juste une présence fiable, patiente, rassurante. Il restait après la classe pour organiser des choses inutiles, corriger des copies, simplement exister là, sans avoir à jouer. Il a fallu des semaines avant qu'il ne parle, qu'il évoque sa famille qui déménageait sans cesse, sa grande sœur partie on ne savait où, sa lassitude de devoir être irréprochable pour ramener de l'argent. Les détails changeaient, l'histoire restait la même. Le cycle se répétait, une génération plus tard. Je ne pouvais pas lui raconter mon propre passé, mais je pouvais lui faire sentir qu'il avait des options, que l'école pouvait être une sortie, qu'il pouvait apprendre des choses qui lui appartiendraient vraiment, qu'il existait une différence entre tenir le coup et vivre pleinement. Des leçons glissées entre 2 exercices de maths ou une lecture. Quand le printemps est arrivé avec ses promesses, le garçon s'est mis à sourire franchement, il s'était fait un copain, il envisageait même, timidement, d'aller un jour à l'université. De petits changements, mais des miracles pour qui en connaissait le prix. Des graines semées qui peut-être donneraient d'autres futurs. Ma vie était devenue ce que je n'aurais jamais osé imaginer. Stable, pleine de sens, enracinée dans une communauté qui n'attendait rien de la performance. J'étais passée de la gamine en larmes à celle qui console les enfants qui pleurent. La boucle était bouclée, mais cette fois vers la lumière. Les fermiers qui m'avaient accueillie n'étaient plus là, mais leur générosité vivait dans chaque enfant que j'accompagnais, chaque espace sécurisé que j'inventais, chaque moment où je choisissais la patience plutôt que la pression. Ils m'avaient appris qu'on peut aider sans rien attendre en retour. Je perpétuais leurs leçons, jour après jour. Les prix d'excellence accrochés au mur me semblaient étrangers. Une reconnaissance pour avoir simplement regardé les enfants comme des personnes entières, pour avoir créé des classes où l'on pouvait être soi-même, pour avoir compris que le comportement est un langage, et pris le temps d'écouter ce qu'il voulait dire. Une humanité toute simple, qui, dans nos systèmes abîmés, avait parfois l'air d'une révolution. Je gardais la photo de Margaret sur mon bureau, comme un rappel du chemin que la gentillesse peut tracer. Certains élèves me demandaient parfois qui était cette vieille dame entourée de poules. Je leur dis simplement que c'est une amie qui m'a appris des choses essentielles. Je les laisse ensuite tirer de cette histoire ce qui leur parle, sans jamais tout révéler. Les grandes vacances étaient pour moi l'occasion de me consacrer à la maison, repeindre les pièces, planter des fleurs, donner naissance à une beauté que je n'aurais jamais cru pouvoir posséder un jour. Chaque amélioration était en quelque sorte un pied de nez au chaos de mon enfance. La preuve qu'on peut créer de l'ordre même quand on a grandi dans la confusion, que les réflexes de survie finissent par devenir des talents utiles pour construire quelque chose de solide. La rentrée marquait le retour des habitudes familières. Préparer la classe, faire la connaissance des nouveaux élèves, repérer ceux qui auraient besoin d'un peu plus d'attention, ceux dont le sourire ne parvenait jamais vraiment jusqu'aux yeux, chez qui un comportement irréprochable dissimulait une profonde souffrance. Je les reconnaissais, ces enfants qui me ressemblaient, parfois sans même le savoir. J'avais réussi à bâtir une vie digne de ce nom à partir des ruines d'une enfance qu'il avait fallu fuir, non pas grâce à un miracle, mais en accumulant de petits choix jour après jour. Choisir de construire au lieu de se cacher derrière un masque, ressentir chaque année un peu plus d'assurance, un peu plus de stabilité. La gamine qui pleurait pour quelques pièces était devenue une femme qui créait des lieux où les enfants n'avaient plus besoin de jouer un rôle, où la fatigue était accueillie avec bienveillance, où l'on reconnaissait la force qu'il faut pour survivre et où l'on encourageait à grandir, où le passé éclairait le présent sans jamais l'enfermer. Mon histoire ne se terminait pas, car la vie continuait à avancer. Chaque semestre amenait son lot de nouveaux défis, de nouveaux visages porteurs de blessures parfois inédites, de nouvelles occasions de rompre avec la douleur, de semer l'espoir là où tout semblait stérile. Mais j'avais compris qu'on pouvait toujours reconstruire autre chose, à partir de ce qui avait été brisé, que les cicatrices pouvaient devenir des atouts, que les compétences acquises dans la difficulté servaient à bâtir du solide, que la fuite pouvait se transformer en élan, que survivre n'était qu'un début. La robe rose restait rangée quelque part dans une vieille bibliothèque, vestige de celle que j'avais été, mais je n'avais plus besoin de la porter, ni de m'y cacher. Elle faisait simplement partie de l'histoire qui m'avait amenée jusque-là. Corrigeant des copies sur la table de la cuisine, préparant mes cours pour le lendemain, je menais une vie choisie et non subie, libre d'une façon que la petite fille que j'étais n'aurait jamais pu imaginer, même si, au fond d'elle, elle en rêvait déjà. Merci d'avoir été là pour partager tout ça avec moi. J'ai vraiment apprécié ce chemin parcouru ensemble. J'ai hâte de continuer l'aventure à la prochaine occasion. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.